Allez, un petit clap. Mais... Eh ben on y va. On est bon? Ouais, ça tourne. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. L'idée, c'est de se plonger dans la frise chronologique de votre vie pour voir comment votre passé a nourri votre vie actuelle et puis comment tout cela pourra aussi éclairer votre avenir. Alors, est-ce que vous êtes bien installé? Parfaitement, je suis chez moi, donc ça va. Je vous pose la question, c'est pas de manière anodine, c'est parce que, comme je vous l'ai promis, on va faire un petit voyage dans le temps. Et pour commencer, je vais vous demander d'ouvrir une enveloppe. Alors, c'est la première enveloppe blanche qui se trouve du coup sur cette table. L'idée, c'est de l'ouvrir puis de montrer le contenu à la caméra qui se trouve derrière moi, puis de me dire, de décrire ce que vous voyez. Donc pour ceux qui n'ont pas de lunettes, c'est le département de la Corrèze. Corrèze qui m'a accueilli en 1981 pour une première candidature aux élections législatives. Je ne la connaissais pas bien à l'époque, la Corrèze, et ensuite, m'ayant adopté, j'en suis devenu, non pas un des enfants, mais un des parents. En quoi c'est important, quand on est une personnalité politique, d'avoir une attache au niveau local, comme vous l'avez eu? Je pensais que c'était indispensable même. C'est un ancrage qui fait que vous avez vos repères, à la fois humains, géographiques, vous sentez comment réagit une population qui vous est chère, comment elle comprend ce que vous faites, ou parfois ne comprend plus. Vous y avez des amis qui restent pour longtemps attachés, qui vous ont accueillis, qui vous ont accompagnés. Et donc c'est une relation humaine qu'un ancrage permet d'avoir. Et moi je ne concevais pas l'action politique en dehors d'un territoire. On laisse la Corrèze, on fait un petit saut dans le temps. Et là, on est au mois de mai 2013. Le mois de mai 2013, ça a été une séquence importante du début de votre quinquennat. On se parle du mariage pour tous. Ça a marqué, donc, comme je dis, votre quinquennat, mais plus largement aussi la société française dans sa globalité. Est-ce que ça reste aujourd'hui une fierté pour vous, l'adoption de cette loi du mariage pour tous? Oui, c'est une fierté parce que c'était une revendication qui était portée par des associations, par des femmes, par des hommes depuis longtemps, qui paraissaient pouvoir aller de soi, permettre la liberté pour des femmes et des hommes de se marier, l'égalité par rapport aux conditions. Tout ça paraissait de l'évidence. Et ça a été une douleur, une souffrance même, parce qu'il y a eu des propos, il y a eu des déclarations, il y a eu des agressions pendant toute cette période du débat. Et c'était à la fois une victoire, il y avait la loi, mais aussi la révélation d'un certain nombre de tensions qui existent dans la société et de comportements qui sont inacceptables. Mais la plus grande des victoires, ce n'est pas celle de mai 2013, c'est celle d'aujourd'hui, 10 ans après. Plus personne, presque, ne remet en cause cette loi. Des femmes et des hommes se sont mariés de même sexe, dans des réunions de famille. Le regard a changé, même s'il y a toujours de l'homophobie, il y a toujours de l'incompréhension d'une partie de cette population travaillée par les idées extrémistes. Mais voilà, la République a fait de cette loi une grande loi. C'est une loi qui est irréversible. Allez, on continue à avancer dans le temps. Je vais vous demander d'ouvrir la seconde enveloppe qui se trouve devant vous. Comme tout à l'heure, si vous pouvez montrer le contenu de cette enveloppe à la caméra et puis me dire ce que vous y voyez. 25%. Est-ce que vous savez ce que ça représente, ce chiffre? Non, mettez-moi sur la voie. Je vais vous le dire. Alors, c'est un peu taquin. C'est votre moyenne de popularité sur l'ensemble de votre quinquennat. Ah oui, vous auriez même été plus sévère en mettant les points bas. J'ai fait une moyenne. Je vous remercie de faire la moyenne. 25%, on peut se dire, c'est peu. Non, 25% de gens qui vous ont fait confiance tout au long du mandat, c'est finalement le score que j'avais fait au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. J'avais fait 28%. Donc finalement, on est toujours l'élu, c'est ça qu'il faut bien comprendre, du quart de la population, même si on a obtenu une majorité au second tour pour être président. Et il faut bien comprendre qu'on a besoin donc de rassembler parce que le noyau dur, il est assez étroit. Mais c'est important d'avoir un noyau dur parce que 25%, c'est ce qui permet encore aujourd'hui d'être au second tour d'une élection présidentielle. Mais justement, tout ça fait appel à une question. Est-ce qu'un président de la République, pour gouverner, est-ce qu'il est obligé d'être aimé?
Non, il peut souhaiter l'être, mais il doit être d'abord respecté pour ce qu'il fait, ou ce qu'il ne fait pas, mais il n'a pas besoin d'être aimé. Il peut même être impopulaire. Je l'ai été, et j'ai pu prendre des décisions extrêmement lourdes dans le contexte que l'on sait du terrorisme, ou d'autres contextes, même sur le plan économique. J'ai pris des décisions qui ne plaisaient pas à tout le monde, mais il y avait l'idée que je le faisais non pas pour satisfaire telle ou telle catégorie, mais pour l'intérêt général. Et c'est douloureux justement de ressentir cette impopularité, ou ça peut être effacé justement par le fait que l'intérêt général doit primer? Oui, c'est douloureux parce que comme candidat, on est aimé. On est aimé au moins par les gens qui vous ont porté. On a des meetings, on a des rassemblements, il y a des gens qui vous font des signes dans la rue, qui vous appuient. Puis, je deviens président, et d'un seul coup, au moment même où je rentre à l'Élysée, eh bien, ce courant de sympathie s'évanouit et les antagonismes commencent à réapparaître, les oppositions se manifestent, et tout devient plus difficile. Donc il faut se dire, non, je ne pourrai plus être aimé comme avant, je dois faire ce que j'ai à faire, parce que c'est le mandat que j'ai reçu. On continue notre avancée dans la frise chronologique de votre vie. Je vais vous montrer une petite vidéo. On va se parler des moments, des heures les plus sombres de votre mandat. D'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Face à la terreur, la France doit être forte. Elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. Au moment où vous prononcez cette allocution, les attentats du 13 novembre 2015 viennent d'avoir lieu, certains événements qui sont encore en cours. Quand vous prenez la parole pour ce discours, est-ce que vous êtes conscient du fait que vous convoquez l'histoire, qu'il y aura un avant et un après? Oui, je suis conscient que ma parole va être entendue très largement, alors même qu'il est minuit, qu'il n'est pas une heure habituelle où l'on regarde la télévision. J'ai attendu d'avoir autant d'informations de celles dont je pouvais disposer, c'est-à-dire de savoir ce qui se passait encore au Bataclan ou ce qui pouvait concerner les terroristes. Et je m'exprime à la fois en émotion, parce que c'est une horreur. Chaque fois que j'entends ce mot que j'ai moi-même prononcé, il me hérisse, c'est une horreur. Et en même temps, je m'adresse, comme président de la République, aux Français pour les rassurer. À la fois pour exprimer ce que je ressens comme homme, et ce que je dois faire comme, si je puis dire, homme d'État. Et je sais que ces mots-là, qui vont être très courts, vont marquer les esprits. Est-ce qu'il y aura une adhésion à ma parole, ou est-ce qu'au contraire, si je ne trouve pas les formes qui peuvent être comprises, le pays peut se disloquer, se désunir, se diviser. Donc c'est un enjeu majeur. Jamais je n'ai fait un discours aussi important, à une heure aussi incroyable, compte tenu du caractère exceptionnel de l'épreuve. On quitte cette séquence des attentats du 13 novembre 2015. Nous voici en 2016, un autre moment un peu délicat de votre quinquennat. Nous sommes en décembre 2016, le 1er décembre 2016, le moment où vous renoncez à vous présenter pour un second mandat. C'est même une première sous la Ve République. Dans quelle mesure renoncer, ça peut aussi être une preuve de courage? Souvent, les Français ont le sentiment que les politiques veulent toujours prolonger, veulent toujours faire des actes qui permettent d'aller encore plus loin dans le temps pour exercer les fonctions les plus éminentes. Moi, je voulais montrer qu'il n'y avait pas de rapport obsessionnel au pouvoir, que j'avais été investi, j'avais été président pendant 5 ans, connu un certain nombre de situations difficiles, pris des décisions majeures, mais que je n'étais pas lié pour toujours au pouvoir, comme si je devais absolument mettre ma personne au-dessus de tout. En revanche, c'est une décision douloureuse, parce que je l'ai regrettée au moment où je l'ai prise, elle était sans doute trop précoce, mais surtout, j'étais dans cette situation où la gauche était divisée, où le Parti socialiste m'imposait une primaire qui n'avait aucun sens.
et j'ai regretté de ne pas pouvoir défendre mon bilan comme j'aurais voulu le faire. Je pensais que c'était la bonne décision, mais elle était extrêmement dure à énoncer. Et c'est pour ça qu'à un moment, vous verrez, si vous reprenez les images, au moment où je dis que je ne vais pas être candidat, ma voix, à un moment, s'enraye. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Et je l'ai regretté plus tard parce que la situation politique au mois de février, au mois de mars, était déjà changée compte tenu d'un certain nombre d'événements qui avaient surgi. Mais on ne peut pas vivre avec des regrets, il faut vivre avec des projets. Allez, laissons le passé derrière nous, on va basculer dans le présent, votre vie actuelle, qui débute d'ailleurs, je la fais du moins dans cette histoire que je vous raconte, je la fais débuter au moment de la passation entre Emmanuel Macron et vous-même. Cela a donc lieu le 14 mai 2017. Qu'est-ce qui se passe le lendemain du coup, quand vous vous réveillez le 15 mai 2017, que ça y est, vous n'êtes plus président de la République, c'est le premier jour du reste d'une vie. Dans quel état d'esprit on est à ce moment-là? Mais on n'a pas besoin d'attendre le lendemain. À la seconde même où je quitte l'Élysée, je franchis le portail par lequel je suis rentré 5 ans plus tôt. J'étais président jusqu'au portail, je ne le suis plus après, lorsque je suis dans la rue. Quel est mon programme? Je n'en ai aucun. Quel est mon agenda? Je n'en ai plus. Quelles sont mes contraintes? Elles ont disparu. Et pourtant, il faut faire sa vie. Alors, la tentation, c'est de dire, je vais reprendre la vie qui existait avant que je ne rentre à l'Élysée. J'étais député, président de département à la Corrèze. Mais on ne peut pas revenir forcément, et puis on ne doit pas forcément reprendre ce qui était son activité précédente. Donc il faut inventer. Et j'ai pensé qu'en créant une fondation qui allait aider les initiatives sociales innovantes, je pouvais non pas poursuivre ce que je faisais auparavant, mais je pouvais donner un sens et à ma vie et à la vie des autres. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce que vous pouvez faire justement aujourd'hui, surtout vis-à-vis de la jeunesse. C'est cette notion un petit peu d'engagement, de militantisme que vous souhaitez transmettre à la jeune génération. Est-ce que vous pouvez m'en parler en quelques mots? Dans quelle mesure c'est important pour vous de transmettre? À quoi sert un ancien président de la République? À transmettre son expérience, à trouver les mots, les étapes qui ont été les siennes pour aller jusqu'à la présidence de la République. Justifier un engagement, expliquer ce que c'est que la politique, qui n'est pas qu'une affaire de place ou de compétition personnelle, qui est une conviction, qui est un projet, une espérance. Donc je suis dans cette relation-là avec la jeunesse. En plus, j'avais fait de la jeunesse la priorité de mon quinquennat. Donc je veux qu'elle puisse elle-même trouver des formes nouvelles d'engagement. J'ai vu cette vidéo sur votre compte Instagram. On vous a vu en festival cet été. Et quand vous êtes justement aux côtés de cette jeune génération, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont sensibles à votre discours? Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là aient envie de s'engager pour un parti, en l'occurrence le parti qui a été le vôtre, le Parti socialiste? Est-ce qu'il peut encore y avoir de l'espoir aujourd'hui pour cette gauche? Alors d'abord, quand je rencontre ces jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, j'étais leur président quand ils avaient 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et on a tous un attachement au président de nos 10 ans. Parce que c'est celui qui nous a amenés à comprendre un peu la vie politique et à se déterminer. Donc il y a sans doute un lien qui m'unit plus que d'autres à cette génération. Deuxièmement, c'est une génération qui est angoissée sur la question climatique et qui a envie de s'engager pour sauver la planète, ou en tout cas préserver notre environnement. C'est une jeunesse qui a encore beaucoup de vitalité, qui ne s'est pas mise, malgré le confinement, au repli et à l'isolement. Sauf que, où s'engager? Et c'est bien là le problème que j'essaye de régler, c'est que le Parti socialiste, il a été une grande force politique hier, mais il peut redevenir, en changeant, en modifiant son organisation, en trouvant des idées, en créant une espèce de confiance dans ce qu'il peut proposer, il peut devenir encore cette famille politique. Faut-il qu'il le veuille? Vous savez, à un moment,
il faut s'affirmer, il faut y croire, il faut travailler, il faut aller chercher. Quand on ne dit plus rien, quand on ne fait plus rien, quand on se met à la remorque d'autres, ben on n'existe plus. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu devenir président de la République? Qu'est-ce qui a fait que François Mitterrand a pu être président en 1980 et au milieu Lionel Jospin, Premier ministre? C'est parce qu'il y avait une grande famille politique qui était la première à gauche. Et pour être capable de gagner les 51% qui font la victoire à la présidentielle, il faut que ce soit la famille socialiste, la famille de la gauche réformiste qui soit la première. Ce n'est pas l'extrême gauche qui peut devenir majoritaire. Aujourd'hui, votre quotidien, il est aussi rythmé par l'écriture, souvent. Vous avez écrit de nombreux livres depuis que vous avez quitté l'Élysée. Dans votre dernier ouvrage que j'ai lu, Bouleversement, qui est paru aux éditions Stock au mois de septembre 2022, vous parlez de crise de la démocratie. Et vous en parlez en ces mots, vous dites que les réseaux sociaux amplifient la violence de la crise démocratique. J'ai une question par rapport à ça. Dans quelle mesure vous pensez que ces mêmes réseaux sociaux peuvent être une menace pour la démocratie? C'est une menace quand ces réseaux sociaux charrient du complotisme, des contre-vérités ou des replis identitaires ou communautaires. C'est-à-dire qu'on reste dans sa sphère et on ne regarde plus le reste du monde. Si l'échange est simplement entre les personnes qui pensent comme vous, quel est l'intérêt de la contradiction? Et puis si c'est l'insulte qui doit être la forme de réplique à ceux qui ne pensent pas comme vous, quelle est la capacité de vivre ensemble? Donc je crois que les réseaux sociaux peuvent néanmoins, et on le fait aujourd'hui, être le lieu où on va découvrir, on va s'ouvrir, on va s'informer, peut-être aussi se réunir. C'est ça l'enjeu. Ça a toujours été ça la politique. Est-ce qu'on s'enferme dans ces lieux de vie et ces lieux de pensée, ou au contraire, on casse les murs, on casse les frontières, et on peut exprimer sa radicalité quand c'est nécessaire. Il faut de la radicalité. Et en même temps, son souci de réunir, de rassembler, de convaincre. La politique, c'est de convaincre. C'est pas de rester dans l'entre-soi. Donc le risque, pour moi, c'est ou le chacun pour soi, ça s'appelle l'individualisme, ou le chacun chez soi, ça s'appelle le souverainisme, ou le séparatisme, chacun dans l'entre-soi. Moi, je suis pour chacune ou chacun avec chacune et chacun. Avant de clore cette séquence, cette partie dédiée à votre quotidien, à votre présent, à votre vie actuelle, je me suis demandé comment vous pouvez penser l'ancien président aujourd'hui, quand, comme tous les Français, parfois il allume sa télé, il voit par exemple ce que peut faire le gouvernement, ce que peut faire Emmanuel Macron. J'imagine que, comme tout le monde, vous avez des désaccords avec ce qui peut être fait, mais une différence près avec le reste des Français, qui est que c'est vous qui lui avez fait en quelque sorte la courte échelle à Emmanuel Macron en lui donnant un ministère, celui de l'économie, en 2014. Dans quelle mesure l'être humain, indépendamment de la politique, j'ai envie de dire, dans quelle mesure l'être humain que vous êtes peut parfois nourrir un sentiment de trahison à l'égard d'Emmanuel Macron? La trahison, elle a toujours fait partie de la vie politique. Pour remplacer celui ou celle qui est au pouvoir, le plus fidèle, parfois, devient le plus déloyal. Mais ce n'est pas ce qui heurte le plus la vraie trahison, c'est celle vis-à-vis des électeurs, d'avoir proposé des programmes et puis de ne pas les tenir, ou de s'éloigner de ce que l'on a pu laisser envisager comme mandat. Donc c'est aux Français de juger. Mais moi, je n'ai pas de ressentiment. J'ai au contraire volonté de juger sur les actes, pas vis-à-vis de ma personne. Bon, ma personne, qu'importe. Mais ce qui a été fait à ma personne peut quelquefois se faire à l'égard d'autres Français. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas les relations personnelles, c'est les relations politiques. Moi, je me suis toujours déterminé sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, non pas par rapport à la courtoisie ou à la manière d'être loyal ou pas, si ça compte, mais je me suis déterminé surtout par rapport aux politiques. Est-ce que les politiques sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises ? Allez, on va faire un petit exercice de projection. On va vraiment se tourner vers l'avenir maintenant. C'est le moment où on parle de votre futur, du coup. Pour ça, on va aussi visionner une nouvelle vidéo. Vous avez envie de prendre ces responsabilités-là? J'ai déjà été président de la République. Je ne suis pas dans l'obsession de redevenir absolument chef de l'État parce que ce serait... Là, je vous parle de chef de grand parti. Oui, je ne parle pas encore de chef de l'État. Mais
J'essaye de dépersonnaliser les choses pour qu'on ne donne pas l'impression que les politiques ne sont là que pour exercer des fonctions de pouvoir. Alors, c'est intéressant, justement. Vous étiez sur le plateau de France 2 en face de Thomas Soto, et il faut dire qu'en ce moment, dans l'esprit de certaines et certains commentateurs politiques, il y a une petite musique qui monte, c'est celle de François Hollande, candidat à l'élection présidentielle de 2027. Alors là, en l'occurrence, moi, ça ne va pas forcément être mon propos, à moins que vous souhaitez me livrer un scoop, hein, éventuellement je suis preneur, mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont vous formulez les choses. Vous dites que vous essayez de dépersonnaliser les choses, et d'ailleurs vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, justement cette notion de distinction entre la personne et le pouvoir. Est-ce que vous pouvez l'approfondir un petit peu, m'en parler en quelques mots? Ceux qui ont exercé des fonctions, et j'en ai exercé une qui est la plus importante, sont toujours regardés comme s'ils avaient un rapport presque d'appropriation à l'égard du pouvoir, comme s'ils ne pouvaient pas se passer du pouvoir, comme si leur vie était confondue avec le pouvoir. J'ai voulu un engagement qui était bien sûr pour l'accès au pouvoir. Ça pouvait être ma personne, ça pouvait être d'autres. J'ai servi d'autres personnalités politiques, François Mitterrand, Lionel Jospin. Mais je n'avais pas voulu que ce soit ma personne qui soit l'essentiel. Or, je trouve que la politique a justement dérivé sur simplement les comportements et les ambitions personnelles, même si elles sont tout à fait légitimes, les ambitions. Et quand je prends une position, quand je défends une idée, quand je veux que le Parti socialiste se reconstitue, je ne le fais pas pour dire voilà ce que je vais, grâce à cette position, obtenir en contrepartie. Je ne recherche rien. Et je le dis à Thomas Soto, il se trouve que j'ai déjà été président. Donc si j'avais une obsession, elle aurait été réglée. Donc j'essaye d'apporter ce que je peux donner. La transmission, mon expérience, et puis mon engagement, ma volonté. J'étais socialiste bien avant d'être président, et je pense que je serai socialiste bien après, j'espère, très longtemps après avoir été président. Donc c'est ça que j'essaye de faire comprendre. Après, il y a toujours un besoin d'incarnation. Il faudra bien qu'il y ait quelqu'un ou quelqu'une qui, à un moment, s'avancera. Mais le préalable, la condition, c'est d'être fort ensemble. La politique, l'engagement, c'est ça que je veux dire aussi aux jeunes, c'est pas d'avoir une idée pour soi-même ou être avec simplement ceux qui pensent comme vous. La politique, c'est de faire avec les autres. C'est de faire avec des gens que vous ne connaissez pas, qui vont vous soutenir, qui vont vous appuyer, qui vont vous apporter des idées. C'est ça que j'ai toujours voulu faire de la Corrèze en 1980 jusqu'à aujourd'hui. Pas simplement pour être aimé, pas simplement pour être attendu, désiré. Non, tout simplement parce que j'ai des convictions et que j'ai envie qu'elles trouvent leur traduction. Je me dis, je suis quand même à un moment de mon existence où j'ai plus d'années derrière moi que devant moi. Je ne veux pas quand même que le pays que j'aime, que j'ai dirigé, puisse demain être emporté par les idées extrêmes, dirigé par ce qui est contraire à ce qu'a été, non pas mon engagement, mais ce qu'a été la République. Donc c'est pour ça que je me bats encore. Je me bats comme si j'avais, ce n'est pas le cas, comme si j'avais 20 ans. Vous savez ce qu'on dit sur l'âge, c'est qu'une question de chiffres. Hein. J'ai eu envie de faire en sorte que ce soit un petit peu les Français qui puissent du coup vous poser une question. J'ai fait un petit micro-trottoir. J'ai eu plein de questions intéressantes. Ça intéresse beaucoup les Français, votre avenir. Alors pas forcément politique, votre avenir de manière globale d'ailleurs. Je vais vous laisser regarder une dernière vidéo. Le président de la République. J'ai une petite question pour vous. Qu'avez-vous prévu de faire quand vous serez à la retraite? La retraite, ça veut dire qu'on n'a plus d'activité professionnelle. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'activité professionnelle. Je n'ai pas de mandat, je n'ai pas de métier qui justifierait que j'ai un agenda particulier. J'ai simplement ce que j'ai décidé de faire. Présider une fondation, aller dans les établissements scolaires, universitaires, transmettre ce que je sais. Et donc, il n'y a pas de retraite pour l'engagement, il n'y a pas de retraite pour les idées, il n'y a pas de retraite pour la vie personnelle. Et pour moi, la vie personnelle, c'est une vie militante. Je serai toujours un militant. Et c'est un bon mot, militant. Militant, ça veut dire que j'ai une cause et que je la poursuis. Et jusqu'à la fin de ma vie, je serai toujours en train d'exprimer une idée politique, pas pour moi-même, parce qu'à ce moment-là, mon mandat serait très court, mais pour les autres. Si j'interprète un petit peu ce que vous dites, c'est que vous avez qualifié le mot en termes de militantisme de beau mot. C'est vrai que c'est un mot qui est noble, qui est beau, qui est fort, mais il a du coup un versant qui peut être dur, parce qu'il peut rimer avec sacrifice, en quelque sorte. Mais oui, mais d'une certaine façon, une vie d'engagement est une vie de sacrifice.
J'ai sacrifié beaucoup de ma vie personnelle, de ma vie de famille, même si j'ai essayé de préserver l'essentiel. Mais oui, j'ai passé énormément de temps avec les autres et souvent je me faisais cette réflexion. Je passais plus de temps avec des gens que je ne connaissais pas, à qui j'accordais énormément de disponibilité, plutôt qu'avec mes plus proches, mes amis et même ma famille. Mais je pense que ma famille comprenait aussi, parce que c'était ce que j'avais décidé de faire. Donc c'est un sacrifice, oui, d'une certaine façon, mais c'est aussi ce dévouement, enfin ce rapport aux autres était pour moi une gratification, parce que c'était le bonheur que je pouvais moi-même partager. C'était ma relation aux autres qui me donnait un sens à mon existence, même si le sacrifice fait toujours partie du bonheur. Je pense que s'il y a un mot qui doit caractériser ma vie, c'est engagé. Mais engagé librement, parce qu'il n'y a pas d'engagement forcé, il y a l'engagement que l'on consent. C'est le plus beau. On ne vous a rien demandé et vous vous engagez. Engagez-vous.